Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Aujourd'hui, on fait une petite coupure et on respire un petit peu. Vous savez qu'on a suivi vraiment toute l'évolution de la crise et en ce moment, on a un deuxième sujet aussi qui est très passionnant, on va dire, qui est l'histoire. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a eu même un mouvement planétaire qui a été lancé suite à un homme noir, donc George Floyd, qui est décédé aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on en a profité pour recevoir une jeune femme, Madame Londero, qui est avec nous en plateau et qui a écrit une pièce de théâtre sur Napoléon et Bonaparte. Et aujourd'hui, comme promis, elle va nous présenter son livre. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu un écrivain, donc ça fait du bien. Avec nous aussi sur ce plateau, nous sommes avec un intervenant de la Martinique, parce que comme vous le savez, nous sommes suivis en Guadeloupe, nous sommes suivis en Martinique, et c'est un monsieur qui va vous parler d'un projet, c'est monsieur Christian Boutan. Donc monsieur Christian Boutan, bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là de la Martinique aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, qu'on puisse bien comprendre ce que vous faites et de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors, on me connaît sous la casquette de délégué régional de la SACEM pour la Martinique et la Guyane. D'accord. Et au-delà de cela, je veux dire, le fondement des actions de la SACEM, on soutient les festivals, on soutient divers. On a des aides à la création aussi, il faut faire des albums. Et tout ça sur Internet. Aujourd'hui, tous les compositeurs de nos régions, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils aillent sur Internet pour postuler. D'accord. Et au-delà de cela, j'ai été l'instigateur de plusieurs opérations. La première, la plus prestigieuse, c'était les prix de la SACEM. Nous avons fait 23 éditions à la Martinique. On récompensait chaque année des auteurs, compositeurs, des interprètes et des arrangeurs. C'est génial. Et puis, depuis 18 ans, j'ai eu l'idée de créer un festival pour le jazz entier, qui s'appelle Speaking Jazz. D'accord. Voilà. Vous savez que dans notre histoire, autant en Guadeloupe qu'en Martinique, il y a des gens qui ont été des empreintes. J'ai commencé par la Guadeloupe, à Liouva, et Miniature, Gérard Lavigny, etc. Camille Sopane. Pour la Martinique, on a Marie Sutier, on a Paul Rosine, il y a Francisco, il y a Eugène Mouna. Tous ces gens-là, ils ont fait une musique universelle. Oui. Qui, enrichie par les harmonies modernes, vous voyez, ouvre des pans de créativité à nos pays, de nouvelles créativités. Donc ce festival, Big Jazz, si vous voulez, c'est le festival de notre jazz à nous. Bien évidemment, il est ouvert au monde, il est ouvert à la Caraïbe. Mais c'est un jazz qui est basé sur les rythmes de Bidine, de Belay, de Ka, de Mazouk, vous voyez, de toutes les traditions rythmiques antillaises, et qui va à l'universel par le développement et l'improvisation. Voilà. Franchement, ça, c'est un super projet. En plus, notre culture, c'est très important pour nous, Guadeloupe-Martinique. Donc, même à la Guyane aussi, vous savez mieux que moi-même. Exactement. Et c'est vrai que nos artistes font vraiment un bon travail. Et ceux qui sont passés, que vous avez cités, ont vraiment fait un très bon travail. Comment ça s'est passé pour vous, niveau confinement, et comment ça va se passer à l'avenir, du coup? Écoutez, le confinement, c'est vraiment une situation extrêmement unique. Oui. Et bon, alors, si vous voulez, du point de vue de la création, on a vu qu'il y a quelques compositeurs qui ont pu profiter de ce confinement pour créer, pour les fois. Mais du point de vue du spectacle, le confinement a cassé l'économie du spectacle et de la musique. Vous voyez, les artistes ne jouent pas, les hôtels, les clubs, tout ça, les cinémas ne fonctionnent pas, les soirées d'enfants ne peuvent pas avoir lieu. Donc, si vous voulez, cette situation, si elle peut avoir été profitable pour la création, elle pose de sérieux problèmes. Vous savez qu'en France, il y a 5 milliards d'euros de pertes dans le monde du spectacle. Ce serait bien pour évaluer chez nous combien il y a des pertes extraordinaires. Tous les clubs, tous les établissements, tous les tenanciers d'établissements. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un mouvement de solidarité aussi avec tous les tenanciers d'établissements pour soutenir la reprise d'activité et l'emploi des musiciens. Voilà.
Alors c'est vrai qu'en Martinique, vous avez vraiment fait un super boulot de ce côté-là pour soutenir que ce soit les petites scènes, pour les dialogues d'établissements, d'entrepreneurs. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Expliquez-nous tout ça, s'il vous plaît. Ah non, non, il n'est pas fixé, simplement nous avons sensibilisé sur le sujet, nous avons nous avons participé à des réunions avec tous les entrepreneurs, réunions à la suite desquelles les entrepreneurs ont exprimé leurs besoins, si vous voulez, d'une plus grande flexibilité des pouvoirs publics sur les heures d'ouverture. Vous voyez, si vous étiez obligé de fermer à 2 heures, au moins vous êtes fermé jusqu'à 4 heures, parce qu'il faut reprendre l'activité. D'accord. De même, là on a travaillé aussi avec les artistes pour qu'ils puissent présenter aussi des formules peut-être plus souples. Vous voyez, et puis d'autres questions également, des questions d'équipement, des questions de se rapprocher avec la DAC également, pour pouvoir partager, si vous voulez, cette nécessité d'une reprise soutenue. Vous voyez, c'est ça. Vous avez vu que les DJ, pendant le confinement, justement, ont lancé des mini-concerts, enfin des concerts pour les confinés qu'ils font chez eux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il faut développer et qu'il y a de l'avenir dans ça? Ou est-ce que, parce qu'après, les DJ, eux, ils payent aussi la SACEM, enfin, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de viable? Alors, vous allez me demander quelque chose de personnel. Moi, en tant que responsable de la SACEM, je ne peux pas raisonner de manière personnelle. Les DJ, bon, vous savez, si on est très carré dans la loi, on n'a pas le droit de modifier une œuvre sans autorisation de son auteur d'origine. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, la pratique l'emporte sur le droit moral. Oui, c'est vrai que tous les DJ du monde, c'est leur métier. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de chantage de la musique qui fait que, bon, qui répond à l'économie d'aujourd'hui. Mais nous, au SACEM, on va toujours rappeler que l'auteur-compositeur a un droit moral. On n'a pas le droit de modifier son œuvre sans son autorisation. D'accord. Vous voyez, et l'auteur a toujours capacité à être en justice pour la déformation de son œuvre. D'accord. Donc vous pensez c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'il continue de toutes les façons. Comme ça répond forcément à la question. Mais si vous voulez, il vaut que les choses se déroulent de façon les plus équitables possible, que les droits des gens soient déclarés. Si vous avez une chanson et puis vous la retrouvez dans un pot pourri comme ça, et vous dites, mais au public, c'est ma chanson, vous voyez? Oui. C'est votre droit, c'est légitime. Oui, effectivement. Donc, si vous voulez, nous, on va toujours essayer de contribuer à l'éducation morale, si vous voulez, du milieu, puisque nous gérons le droit des auteurs, il faut que l'auteur connaisse son droit. Le droit moral, c'est le droit à la signature, le droit à la paternité, le droit à la reconnaissance de l'œuvre, le droit à ne pas non plus changer mon œuvre. C'est ça le droit moral de l'auteur-compositeur. C'est comme dans la littérature. Imaginons qu'on prenait un chapitre de chaque livre et on faisait un livre. Oui, on peut comprendre. Vous voyez, dans le cinéma, l'audiovisuel, c'est pareil, on ne peut pas prendre les images de réalisateurs et puis les accoler à d'autres images comme ça. Vous voyez? Donc c'est le même droit qui régit. Mais la pratique, effectivement, en musique, font que les musiques où il y a des gens qui font des montages et puis voilà. D'accord. Bon, je ne peux pas être plus clair aussi. Oui, on a compris ça, c'est très clair. Pour tout ce qui est réouverture d'établissement, est-ce que pour l'instant, vous avez une information peut-être sur les charges? Est-ce que la SACEM, ça va coûter moins cher en fonction des clients? Tout à l'heure, vous parliez des horaires qui vont être extensibles. Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place? Il ne faut jamais perdre de vue que la SACEM, ce n'est pas la SACEM, c'est les auteurs, compositeurs. Vous voyez? Donc on ne peut pas réduire les droits d'auteur. Ça, ce n'est pas les droits, c'est les droits de la famille, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, moi je pense à Gilles Floro, il a ses droits, même s'il n'existe plus, sa famille, il suffit des droits du travail de son employé. Oui. Il y a plein d'exemples. Donc, si vous avez des droits d'auteur, la SACEM a une politique de soutien. La SACEM a une politique d'interpellation. La SACEM a une politique de travail collectif. On travaille avec. Oui, c'est la protection pour eux aussi. Pardon? C'est la protection pour eux aussi, pour nos artistes. C'est évident. Les artistes que vous connaissez, qu'on aime tous, ils sont pratiquement tous auteurs-compositeurs. Oui. Et tous des droits d'auteur. Donc, si vous voulez, la politique de la SACEM, ce n'est pas de dire on va vous faire payer moins. C'est à la limite, si on est fonds culturels, on va soutenir une petite salle. D'accord. Vous voyez? C'est ça. Donnant. Mais en même temps, on ne peut pas baisser les droits d'auteur comme ça. Les charges sociales, ce n'est pas le même problème. Les charges sociales, c'est un dispositif d'État. Oui, c'est fixé par le gouvernement. Oui. Bon, je pense que vous savez bien qu'on puisse
se pencher sur le coût d'emploi des artistes et voir si on peut pas alléger quelque chose social, ne serait-ce que dans cette période post-confinement. Oui. Intéressant, oui, Je effectivement. pense que ce serait profitable pour l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des hôtels qui emploient les artistes. Il serait été bien. Alors là, nous avons porté aussi cette réflexion auprès de la Chambre de commerce à la Martinique. Et le président de la Chambre de commerce a dit d'être très sensible. Vous voyez, maintenant, il faut que nos parlementaires, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, qui voulaient se mobiliser pour essayer de faire en sorte qu'on puisse prendre un dispositif qui ne va pas réduire les voix des artistes, mais pourra permettre, si vous voulez, au niveau des charges sociales, d'alléger les charges. Pour les gens qui organisent des événements. C'est ça, et qui emploient les artistes. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer, un événement peut-être auquel vous voulez parler? Eh bien, nous faisons cette année Begin Jazz the Cloud. Alors, c'est un peu ça, c'est Begin Jazz vocal. Si vous voulez, c'est que nous allons favoriser la diffusion du répertoire de tous les modernes, Stéphane Castries, Michel Evely, Mario Canonge, Michel Axel, vous voyez, tous ces gens-là, on va essayer de favoriser leur répertoire dans la diffusion, dans tous les médias. Nous allons rediffuser les concerts que nous avons faits, puisque nous sommes dans le festival. Nous allons aussi créer des jeux autour de la musique, et du jazz de chez nous, les conditions du jazz antillais, qu'est-ce qu'il est, quelle identité il a. Intéressant. En France métropolitaine, il y a beaucoup de nos artistes, certains voix de Martinique, qui sont dans les bars en train de jouer. Oui. Il est important, à mon avis, qu'on puisse favoriser Mayor Boa, Stéphane Castries, Bouman, vous voyez, les frères Pictier, les frères Bernard, Tania Saint-Val, qui est venu à Pékin, Bironien. Tout ça, c'est des gens de nos environnements et qui font une modernité. Donc, on va essayer d'afficher de manière prioritaire en musique. Et puis, pour terminer, on fait ce qu'on appelle une résidence de création de 10 jours où il y a 10 compositeurs qui vont travailler pour faire une production musicale. D'accord. Des arrangements, et puis nous aura la restitution qui va se passer vers le 25 août. D'accord, donc pour l'instant c'est le 25 août. Comment on fait pour avoir les informations? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un numéro de téléphone? Ah ben oui, bon, on a une gestion de la communication qui fait le nécessaire. Il y a une page Facebook, on a un site Begin Jazz, et puis on va intensifier la communication assez rapidement. Mais si vous avez des coordonnées de ma collaboratrice, c'est notre collaboratrice, puisque c'est l'association qui organise cette rencontre musicale. Bon, bah, c'est super. Donc, dès que vous avez les visuels, on va en reparler. Okay. D'accord, mais en tout cas, merci de votre intervention. Merci beaucoup de vos appréciations, de vos questions. Bon après-midi. Au revoir. Alors, retour en plateau, et là, on va aborder un sujet. Vous savez qu'en ce moment, tout le monde parle des statuts, de déboulonnage, de qui a fait quoi, et on parle de ces personnages. On peut dire, on n'a pas d'autre choix que de dire que ces personnages historiques. Et là, c'est Bonaparte et Delgrès. Donc, je vous montre le livre. Donc, Bonaparte et Delgrès, qui a été écrit par Madame Londero, qui est sur le plateau et qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, comment allez-vous? Comment s'est passé le confinement pour vous? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Napoléon et de Delgrès? Expliquez-nous tout ça. Moi, le confinement, ça s'est bien passé. J'ai pris du temps pour lire, j'ai passé du temps en famille et puis je me suis recentrée sur l'essentiel, tout simplement. Donc, j'ai la chance d'avoir bien vécu mon confinement. Ça a été. Bon. Ça a été. Alors, Bonaparte et Delgrès, qu'est-ce que c'est? Alors, Bonaparte et Delgrès, c'est une fiction historique. Donc, j'insiste sur ce mot-là parce que je ne suis pas historienne. J'invente des histoires. Donc, je me suis demandé un jour si Louis Delgrès revenait sur Terre aujourd'hui, lui qui s'est battu pour notre liberté à tous, s'il revenait, qu'est-ce qu'il penserait de ce qui se passe maintenant? Exactement. Je pense que ça serait très intéressant de le savoir. Et Bonaparte, alors, quelle idée de le faire revenir? Comment c'est? Alors, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais envie de mettre en lumière certains personnages, mais surtout nos héros, donc Louis Delgrès. Et j'aurais pu, bien sûr, le mettre en évidence avec Ignace, par exemple, ou Mulâtresse Solitude, ou je ne sais pas, d'autres personnages. Mais j'ai eu envie de le mettre avec un personnage poignant. Avec son anti-héros. Et
avec son ennemi. Ouais, voilà. Et du coup, même vous voyez, vous me dites, mais Bonaparte et Delgrès, enfin le titre, ça va pas ensemble. Les deux noms ne vont pas ensemble. Mais pourtant, ce sont deux hommes qui ont partagé un bout d'histoire. Donc c'est intéressant de les mettre tous les deux en 2020 ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2020 quand ils reviennent? Est-ce qu'ils reviennent au monde? Donc, ce sont des bébés, ils grandissent, ils reviennent. Comment ça se passe, cette histoire? Alors, en fait, ils reviennent sur Terre adultes. D'accord. Avec un peu comme des anges. L'idée, c'est que Dieu renvoie sur Terre, Delgrès est mort en 1802, et Delgrès avait toujours eu l'habitude de descendre sur Terre pour aider des personnes. Donc il descendait, il intervenait dans la vie de ces personnes, il les aidait à croître, à grandir, à évoluer, etc. Mais Delgrès, lui aussi, avait un problème à régler, que sa mort n'a pas réussi à régler. Donc Dieu le renvoie sur Terre, en Guadeloupe, et il renvoie en même temps Bonaparte, qui lui n'est jamais revenu sur c'est Terre. Dieu qui a renvoyé Bonaparte? Oui. Je pensais qu'il serait remonté des enfers, je ne sais pas. Alors comment ça se passe du coup? Eh bien, comment ça se passe? Ça se passe très difficilement au début. Ils atterrissent chez une jeune femme qui s'appelle Nina. Et Nina, c'est une jeune femme qui est un peu désœuvrée, qui a beaucoup de difficultés dans sa vie, qui a vraiment besoin d'aide. Elle est pleine de ressources, pleine de potentiel, mais elle boit, elle fume, enfin, elle a un mode de vie. Nina, c'est une Guadeloupéenne. Oui. Enfin, elle est noire, Nina. Oui. D'accord. Donc Napoléon, déjà, pour lui, ça la dérange déjà pas. C'est pour ça que je pose la question, parce que on sait déjà quand même que Napoléon était raciste. Donc c'est pour savoir, sans révéler toute l'intrigue non plus du livre. Donc c'est pour savoir déjà le point de vue de chacun des deux. Mais les deux arrivent avec leurs antécédents. Donc, Napoléon reste Napoléon. Oui. Et Louis Delgrès reste Louis Delgrès. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-on quand on n'a plus de statut? Parce que Napoléon Bonaparte avait un statut qui lui permettait de prendre les décisions qu'il voulait. Aujourd'hui, en 2020, il n'est personne. Il n'existe même pas. Il n'est visible d'ailleurs, il n'est visible que de Nina, pas des autres. D'accord. Dans le livre, parce qu'en France, il est trop visible. Dans le livre. Oui. Mais en France... il est peut-être trop visible, mais dans ce livre-là, il est visible, mais Louis Delgrès aussi. D'accord. Le souci, ce n'est pas que certaines personnes soient visibles, c'est que d'autres ne le soient pas. D'accord. Moi, en tout cas, mon problème, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y ait des statues ou que... C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que tous ces héros, toutes ces personnes qui ont façonné le monde, l'histoire, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, ces personnes-là, on ne connaît pas leur histoire. Il y a très peu de livres sur Louis Delgrès, mais il y en a vraiment très peu. Je pense que vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Oui, quand même. Facile à trouver. Non, mais c'est vraiment très, très difficile à trouver. Et même aux réunions Histoire de France dans les librairies, il n'y a rien sur l'esclavage. L'esclavage ou Louis Delgrès, enfin tous ces héros, tout ce pan de l'histoire antillaise et caribéenne n'est que dans le rayon Histoire du monde. Et vous avez 20 livres qui se battent en duel. Donc l'idée, c'est de refaire émerger ces personnes-là. Les livres d'histoire, moi j'en lis, mais c'est vrai que des fois quand je parle à certains jeunes, ça ne les intéresse pas parce que c'est dense. Oui. C'est très dense. Donc, d'où l'idée, c'est comme ça que vous avez... Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un livre où tout sera dit, où on apprendra beaucoup de choses, mais sans s'en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle c'est une pièce de théâtre. Donc, je pars de l'histoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un livre qui se lit très vite, avec une lecture très fluide. Et les jeunes, en fait, même les adultes, parce que pour l'instant, je n'ai des retours que de lecteurs adultes, aiment beaucoup parce qu'ils ne s'attendaient pas à une histoire comme ça. Ils ne s'attendaient pas à une histoire comme ça. On a envie de savoir, du coup, qu'est-ce que c'est que l'histoire à laquelle on ne s'attend pas. Donc, on ne va pas dévoiler trop de choses non plus. Je vois que dans le livre, enfin, sur le descriptif, donc c'est Louis Delgrès et Napoléon Bonaparte sont forcés de s'allier pour sauver Nina. Alors déjà, ça, c'est étonnant. On se demande comment est-ce qu'ils peuvent s'allier, puisque ce sont vraiment des grands ennemis jurés. Une jeune femme dont ils ont la charge. Donc,
Déjà, la première question, comment Napoléon fait pour se retrouver à avoir la charge d'une Guadeloupéenne? Donc ça, c'est intéressant. Fervent opposant politique et militaire, les deux anciens ennemis voient ainsi leur destin à nouveau lié. Donc l'auteur du livre, ici une comédie touchante qui nous plonge dans l'histoire des deux figures emblématiques de l'histoire de France. Et là, vous dites, j'aurais pu écrire une tragédie, mais l'idéaliste que je suis me permet de croire que la vie ne saurait être vécue sans le rire. Cette arme imparable qui offre la possibilité d'aborder n'importe quel sujet, le plus sensible, délicat, douloureux soit-il, tel que l'esclavage, avec aisance, sans pour autant en atténuer la gravité. Donc c'est important cette phrase, puisqu'en ce moment, on sait, on peut le voir un petit peu, c'est un sujet un peu sensible, l'esclavage. On voit par exemple les films qui font un peu... bad buzz, on va dire, qui prennent le sujet de l'esclavage et qui en font de la comédie française. Enfin, c'est vraiment un peu du n'importe quoi. Donc cette phrase, elle est importante parce que j'imagine quand les gens voient le livre, ils s'attendent pas, surtout quand on voit que ces deux personnes-là doivent s'allier. Donc c'est vrai que c'est assez intriguant. Comment vous avez eu... Parce que vous dites que les gens vont apprendre beaucoup de choses. Donc, ce qu'ils vont apprendre, c'est des choses, des éléments que vous-même, vous avez eu dans les archives, dans les livres. Comment vous avez eu ces informations? Moi, je lis, comme les personnes qui écrivent, j'aime beaucoup lire. Donc, je lis beaucoup. Je n'ai pas appris mon histoire à l'éducation nationale. Donc, forcément, je l'ai apprise dans les livres, en fouillant, en fouinant, en confrontant des idées. Donc, je me suis beaucoup documentée pour ce bouquin-là. Il fallait que je sache qui était Napoléon Bonaparte. Il fallait que je sache qui était Louis Delgrès. Donc, j'ai pas eu de mal à savoir qui était Napoléon Bonaparte, mais Louis Delgrès, j'ai dû fouiller. Je suis partie aux Archives nationales. Enfin voilà, j'ai fait tout un tas de recherches, mais en écrivant, je n'écrivais pas pour que les gens apprennent. J'écrivais pour partager certaines choses, pour partager certaines de mes idées. Comme par exemple le fait que nous avons 12 000 musées en France et qu'il n'y en a pas un sur l'esclavage. Alors oui, parce que celui qu'on a, on ne peut pas dire que c'est un musée. Enfin, c'est pas très sérieux, cette histoire. Non, c'est pas très sérieux. Et puis pourquoi... Je suis contente que ce ne soit pas moi qui le dise encore une fois, parce qu'on va finir par me dire que j'ai quelque chose de vraiment sérieux contre le musée. Et puis vous avez des musées qui ne servent à rien, quoi, comme le musée du tire-bouchon par exemple. Ça n'a aucun sens d'avoir un musée comme ça. Sauf un vrai musée de l'esclavage. Et moi, le Memorial Act, je suis très contente qu'il existe, mais pour moi, un musée sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'esclavage, etc., doit être à Paris, doit être à un endroit où tout le monde pourra le visiter et pas sur une île où les gens viennent faire une semaine de vacances. Donc j'ai pas forcément écrit pour éduquer les gens, j'ai écrit pour partager des choses, pour partager une vision, une vision aussi de la vie antillaise, parce que moi je suis antillaise, je suis guadeloupéenne, je suis née aux Abîmes, et je voulais... Il y a des choses ici qui me dérangent. J'avais des messages à faire passer. Et ces messages-là, je pense que la meilleure façon de les faire passer, c'est avec bienveillance, un mélange de bienveillance et de fermeté. Ce n'est pas dans le cri, c'est pas comme ça. Des fois, les messages, ils sont passés, comme on dit chez nous, nous parler, mais nous pas babier, mais autant. En envoyant des petites piques, exactement. C'est ça. Justement, avec cette histoire de Bonaparte, qu'est-ce que vous pensez des fameuses polémiques du moment? On nous demande s'il faut réécrire l'histoire, alors que personne n'a demandé à la France de réécrire l'histoire de toutes les façons. On leur a juste demandé de mettre en lumière ce qui a été caché. Je prends un exemple, tout à l'heure, vous parliez de personnages qu'on ne trouve pas. Le maire de Paris, il y a eu encore un reportage qui a tourné sur lui la semaine dernière, mais le maire de Paris, c'est volontairement qu'il a été supprimé des archives du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat, normalement, répertorie vraiment tous les personnages qui ont été fonctionnaires en France. Et c'est une volonté politique qu'ils ont eue de supprimer sa fiche du Sénat. Donc je crois que c'est quand Anne Hidalgo a mis une rue à son nom que là, ils ont couru pour aller mettre 2 lignes, mais ça ne donne pas trop d'informations non plus. Donc effectivement, il faut vraiment chercher dans des archives pour connaître. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, vous ?
Alors moi je trouve que d'une part c'est désolant d'avoir à chercher son histoire, c'est désolant en plus que quand vous réclamez que votre histoire soit entendue, on vous dit que vous essayez d'être révisionniste et que vous essayez de revoir l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec le fait de revoir l'histoire. C'est comme je le disais tout à l'heure, moi je n'ai aucun problème qu'il y ait une statue de Victor Schœlcher s'il y a une statue d'autres personnes. Moi j'ai pas de souci avec Napoléon Bonaparte si on parle de qui il était et si on le confronte avec d'autres héros. C'est ça en fait qui est gênant et je suis quand même assez contente qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus, qu'on ne lâche rien, que les gens s'instruisent beaucoup plus, recherchent beaucoup plus, mais c'est désolant, oui. Comment vous pensez avec la situation, parce que votre livre vous l'avez écrit quand? Je l'ai écrit en 2019. En 2019. Maintenant, parce que là, on va dire qu'il est dans l'air du temps. Ah, là, il est dans l'air. Vous étiez avant-gardiste. Là, il est dans l'air du temps. Hein. Je l'ai édité en janvier 2020. Donc, Voilà. Et là, on tombe pile dedans. Donc, comment vous pensez, ou bien les gens à qui vous parlez du livre, ils le perçoivent comment? Alors, j'ai fait une interview avec un journaliste de France Antilles qui a lu le livre. Alors, déjà, les gens, ils sont très surpris. Parce qu'ils ont une image de Bonaparte qui est très négative et donc des fois c'est comme de l'urticaire, c'est-à-dire le simple fait de voir son nom. Voilà. Et quand ils ont fini de lire le livre, ils sont agréablement surpris parce que déjà on ne sort pas du livre pessimiste, aigri, plein de rancœur. L'héroïne du livre s'appelle Nina. Ok. Donc l'histoire de cette jeune fille guide toute la lecture. Elle part de rien. Il se peut qu'elle réussisse, mais en tout cas, cette jeune femme, elle a une histoire qui est très forte. Et donc, finalement, on oublie beaucoup de choses en lisant. Et donc, les gens, ils sont assez surpris, ils sont très contents, parce qu'en plus, ils apprennent en plus beaucoup de choses. Et ils trouvent que tout est dit. D'accord, c'est intéressant ça. Ils trouvent que tout est dit. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit tu m'as réconcilié avec le théâtre, parce que moi, franchement, pour moi, le théâtre, c'était Molière. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que le théâtre, c'est un style littéraire. J'entendais le recteur récemment qui disait qu'il allait faciliter la lecture et que là, on allait rentrer dans la semaine de Jean de La Fontaine, des fables de La Fontaine. Je trouve ça très bien, mais ça serait bien aussi de mettre en avant... Semaine, oui, de mettre aussi en avant nos écrivains antillais. Il y en a beaucoup. Et il y en a vraiment beaucoup et qui font de l'excellent travail. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi que nos jeunes puissent lire ça. Non, franchement, en plus, c'est vrai. Donc, je remets là le livre. Donc, Bonaparte et Delgrès. Est-ce que vous parliez du recteur? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir en parler dans les écoles et faire jouer la scène, au lieu que ce soit encore Molière? Eh bien, j'aimerais beaucoup. Donc là, on fait un appel au rectorat de Guadeloupe. Ah, là, je fais un appel au rectorat de Guadeloupe, à tous nos maires qui sont fraîchement élus. Félicitations à vous. Et maintenant, il y a beaucoup de boulot pendant les années qui vous attendent. À la région, moi, franchement, j'aimerais vraiment pouvoir jouer cette pièce, sachant qu'en plus, j'ai déjà produit 2 précédentes pièces. Donc, aujourd'hui, oui. L'objectif, ce serait que cette pièce-là soit sur scène. Ça n'existe pas, des pièces qui parlent de l'esclavage. Ben non, ça n'existe pas. Il y a très peu de films français sur l'esclavage. Il y a très peu de pièces de théâtre françaises, antillaises sur l'esclavage. Et le faire passer comme ça, de manière ludique, je pense que c'est très, très important. Les pièces que vous avez déjà faites, c'est quoi? J'ai fait... l'an dernier, on a joué 3 semaines, pas plus, avec GSL. Par exemple, qui était dans cette... C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Et Embrasse-moi, c'est fini, c'était il y a quelques années avec Pascal Mouesta. Avec Pascal Mouesta, d'accord. Bon, ça aussi, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Cette pièce-là, vous la voyez jouée par des adultes ou bien par des jeunes à l'école? Non, j'aimerais qu'elle soit jouée par des comédiens. Par des comédiens, même pour qu'ils puissent vraiment faire passer tout ce qui... Oui, par de vrais comédiens. Je pense que c'est important parce que je n'ai pas envie de tomber dans la caricature ou des fois, comme certaines reconstitutions qui sont faites rapidement. Non, c'est un sujet qui est important. Donc, moi, en général, mes pièces, j'aime les faire waouh.
Donc, vous avez déjà commencé à travailler dessus pour pour faire vraiment la mise en scène ou pas encore? Je n'ai pas encore commencé à travailler dessus, mais c'est un projet. Ah oui, c'est un projet, ça se fera. Bon, bah franchement, en tout cas, n'hésitez surtout pas à trouver ce livre. Où est-ce qu'on peut le trouver justement, Alors normalement, vous pouviez le trouver jusqu'à vendredi à la librairie antillaise, mais il n'y en a plus, donc il y en aura dans les jours qui viennent. Donc vous pourrez aller à la librairie antillaise de Destreland et il y en aura. Également sur Amazon, donc qui livre en Guadeloupe. Donc vous pouvez trouver le livre sur Amazon ou à la librairie antillaise. Alors pour les gens qui nous suivent de Paris ou de France, vous pouvez aussi également aller à la Fnac ou à Cultura et commander le livre. D'accord. Vous faites le lien entre la Guadeloupe et la France ou pas spécialement? C'est-à-dire? Est-ce que par exemple, si vous faites la pièce, vous allez la faire ici, vous allez la faire en France, ou comment ça va se passer? Après, c'est toujours pareil, c'est une question de financement. Si je peux avoir les sponsors, si je peux avoir l'appui de certains médias, de certaines sociétés, on joue partout. Embrasse-moi, c'est fini. On a joué aux Folies Bergères. Donc les Folies Bergères, c'est une des plus grandes salles. Vous avez le Casino de Paris et vous avez l'Olympia et les Folies Bergères. Donc les grandes salles peuvent accueillir un spectacle comme ça. Mais maintenant, c'est à moi aussi de faire le long travail de démarchage. Oui. Tout à l'heure, on a vu justement un monsieur de la SACEM, donc je ne sais pas si vous rentrez dedans, mais bon, comme c'est une œuvre... moi, normalement, c'est la SACED. Faudrait peut-être... Mais il faudrait peut-être lui poser la question, parce que SACEM, est-ce que c'est... Moi, normalement, les écrivains, c'est la SACED. Donc, bon. Mais c'est pareil, c'est un organisme public. Oui, c'est un organisme public. Donc j'espère aussi que la région Guadeloupe a entendu et que le rectorat a entendu pour que les jeunes à l'école puissent étudier ce livre, au moins que les profs puissent le lire, pour qu'ils puissent choisir, s'ils peuvent choisir dans les livres qu'ils proposent aux enfants. Et comme ça pourrait vraiment être une chose qui est pas mal. Est-ce que vous avez un mot à faire passer sur ce que vous voulez, la manière dont vous avez vécu le confinement, ce que vous voulez faire, les futurs projets, parce qu'on a vu que maintenant, il faut qu'on reparte un petit peu à zéro. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer, que ce soit dans le milieu professionnel. Tout à l'heure, on voyait au niveau des artistes aussi, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Vous, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez un mot pour encourager les jeunes personnes qui voudraient écrire des livres ou bien faire des pièces de théâtre? Moi, je leur dirais qu'il faut que ça vienne d'une passion. Ça doit d'abord venir des tripes, ça doit être une passion. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi, mais il faut être patient. Il faut être très patient, il faut savoir saisir les opportunités, mais il faut... quand ça vient de soi, peu importe les critiques que vous pouvez recevoir, vous savez où vous allez, vous êtes droit dans vos bottes. Donc, qu'il y ait le confinement ou pas... Après, il faut avoir aussi, je crois que quand on est un artiste, il faut avoir une certaine philosophie de vie. Pour moi, tout ça, les émissions, notre rencontre, les auditeurs, tout ça, c'est éphémère. La réalité de la vie, ce n'est pas ça. Oui. La réalité de la vie, c'est d'être en bonne santé, d'avoir des idées, de tomber, de se relever, c'est tout. Après, ce qui arrive, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je sais que je fais de mon mieux. Donc, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est si vous êtes en bonne santé, vous avez tout. Très important. Vous avez tout. Tombez, relevez-vous. Tombez, relevez-vous. Tombez, relevez-vous. Tombez, relevez-vous. C'est le meilleur conseil que j'ai pu donner. Vraiment, ça doit rentrer dans notre mentalité parce qu'aux États-Unis, un échec, c'est un plus pour eux. Alors que nous, dans la société française, un échec, c'est un échec, ça veut dire que vous êtes nul. Alors que non, justement, il suffit de regarder dans le monde du sport, les sportifs ne gagnent pas ni tout le temps, ni à la première compétition. Ils font beaucoup d'entraînement et beaucoup d'erreurs pour pouvoir avoir vraiment les bonnes techniques pour pouvoir gagner. Donc ça, c'est un très bon conseil que vous avez donné aux gens. Ça met combien de temps pour faire une pièce de théâtre, pour monter vraiment un projet comme ça? Autour de... entre 8 et 12 mois. Ah, je pensais que c'était quand même plusieurs années, au moins 1 an et demi, 2 ans. Ah non, entre 8 et 12 mois. Après, tout dépend des comédiens que vous avez. Vous avez des comédiens qui sont très bons. Vous leur donnez le texte. Moi, je sais que j'ai eu un souci sur une représentation, sur un comédien qui ne pouvait plus jouer. Et j'avais un autre très bon comédien. En 1 mois, il maîtrisait le texte.
Vous avez c'est pour ça que c'est bien de jouer avec des professionnels, des personnes qui ont l'habitude, qui savent s'imprégner tout de suite d'un personnage. En fait, le théâtre, c'est beaucoup de travail. Mais il y a un gros travail d'apprentissage. Déjà, la pièce, vous devez la connaître par cœur. Oui. Donc, c'est difficile. Déjà, des fois, vous avez des personnes qui veulent jouer, mais elles ne pensent qu'à être sur scène. Mais avant d'être sur scène, il faut apprendre par cœur. Ça prend du temps. Il faut ensuite jouer avec les autres. Ça prend aussi beaucoup de temps. Et vous avez des personnes qui, des fois, même rentrent en contact avec moi. Ah, ben j'aurais bien aimé jouer dans ta prochaine pièce. Bon, vous leur donnez rendez-vous. Ils n'ont même pas appris une page. C'est ce que j'allais vous demander. Comment se passent les castings? C'est ce que j'allais vous demander, justement. Donc, les gens qui n'ont même pas appris une page, soyons sérieux 5 minutes. Laissez la dame tranquille. Elle me travaille. En plus, essayez de nous faire une bonne pièce pour la Guadeloupe. Là, on n'a même pas encore notre propre industrie. Donc, si on peut commencer par ça, ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc, comment se passe un casting normalement? Les castings, ils sont drôles. Après, vous avez des personnes, mais vraiment, vous avez des personnes qui sont très, très talentueuses, qui jouent très bien. Mais à côté de ça, vous avez aussi des gens qui ne sont pas sérieux. Et c'est ça aussi, c'est que souvent, en Guadeloupe, alors en France aussi, mais souvent en Guadeloupe, les gens, ils pensent que c'est un jeu. Donc, par exemple, moi, un casting, quand je vous dis rendez-vous à 10h, c'est 10h. Casting, le rendez-vous n'est pas à 11h, il est à 10h. Donc, il y a un professionnalisme qui va derrière. Et après, quand vous trouvez ces comédiens-là, vous, en tant que metteur en scène, vous êtes confiant. Parce que moi, j'ai écrit la pièce, je la mets en scène, c'est beaucoup de travail. Je suis sereine quand le rideau s'ouvre, parce que je sais que j'ai des comédiens en face qui sont professionnels, qui savent improviser, qui jouent tous ensemble, qui sont très bons. Sinon, vous êtes comme ça, en train de trembler, surtout à la première. Les 2 précédentes pièces que j'ai faites, la première, il y a toujours un peu de tension. Vous ne savez pas si les gens vont rire, vous ne savez pas si... Tout, oui. Et quand vous voyez que vos comédiens... En plus, vous ne pouvez pas communiquer votre stress. C'est-à-dire que les comédiens ont besoin du metteur en scène. Donc le metteur en scène doit tout le temps dire on y va, c'est bon, et vous êtes plein de stress. Donc si en plus vous doutez des personnes que vous avez en face de vous, c'est pas possible. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, ça doit pas être très très décontracté comme travail. Non, c'est très stressant. C'est un métier qui est très stressant. Alors après, moi, je suis psychologue à la base, donc c'est pas mon métier. Donc j'utilise un peu certaines bases de psychologie. Oui, pour essayer de. Mais c'est comme le capitaine d'un bateau. Le capitaine d'un bateau, c'est lui qui rassure tout le monde. Même quand parce que les comédiens, même s'ils sont professionnels, la première, j'imagine qu'ils ont un gros stress aussi. Ah oui, ils ont tous un stress, ils ont tous leur petite manie, donc il faut savoir qu'ils ont leur manie, qu'un tel, il aime bien être tout seul, un tel, il aime bien chanter avant, un tel, il aime faire ça, un tel, lui, il parle beaucoup avant. Enfin, les comédiens, en plus, sont vraiment très différents, et ce sont des artistes. Donc des fois, certains sont... sont très cool, mais c'est un métier... Ils ont leur personnalité, on va dire. C'est un métier magnifique. En tout cas, il y a de très très belles rencontres dans ce métier-là. D'accord. En tout cas, moi, j'espère vraiment que vous allez réussir à mettre ce livre en scène de théâtre, parce que je trouve que c'est important d'en parler comme sujet. Moi, j'ai pas encore lu le livre, donc je sais pas du tout ce que donne la rencontre entre Bonaparte et Delgrès, sachant qu'en plus, Delgrès s'est suicidé, enfin, il s'est tué pour ne pas. Donc, je me dis, ça devait être sympa le retour, donc les retrouvailles. Les retrouvailles, elles sont... Je vous dis, ils arrivent avec leurs souvenirs, oui. Ils arrivent avec leurs souvenirs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de statut? Qu'est-ce qu'on fait Parce que Delgrès, il a quand même un statut, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Delgrès arrive, il n'a plus d'armée. Comme Napoléon, il n'a plus de vie. En fait, là, on est face à 2 êtres humains. Et je trouve que des fois, on a tendance, quand on est dans les émotions, à retirer l'humanité des personnages. C'est pas faux, ça. Mais un personnage historique, enfin Napoléon Bonaparte, il n'était pas mauvais du matin quand il se levait au soir quand il se couchait. Donc c'est ça en fait. C'est quand vous rendez l'humanité aux gens, qu'est-ce qui reste? Ouais, après c'est en fonction de la mentalité qu'ils avaient à l'époque et en fonction de sa manière de... Moi, je n'étais pas là à l'époque. Je pense que ça ne devait pas être forcément facile de naître
à cette époque-là. Je suis très contente d'être née à notre Maintenant, époque. Ah oui. On va dire ça. Et voilà, je trouve que il fallait avoir beaucoup de courage pour faire tout ce qu'a fait Louis Delgrès. Oui. En tout cas, toutes ces personnes auxquelles on rend très peu hommage. Moi, je trouve que c'est important qu'on en parle. Oui, ça, vous avez entièrement raison. Est-ce que quand vous avez fait vos recherches, vous avez trouvé d'autres personnages? Vous avez pu découvrir d'autres personnes, justement, quand vous avez fait les recherches sur Delgrès par rapport à votre livre? Oui, alors moi, ce qui m'a... alors j'ai découvert d'autres personnages. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui s'appelle Magloire Pélage dans le... Je connais. dans le livre. Et c'était intéressant parce que Magloire Pélage et Delgrès apparemment ne se sont pas quittés en très bons termes. Et il y a un endroit où je passais très souvent à Mortenol, à Pointe-à-Pitre. Et en fait, je passais très souvent à Mortenol, mais je ne savais pas que c'était en l'honneur du commandant Mortenol. C'est-à-dire que Mortenol, c'est le nom de quelqu'un. Ah oui. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça, en fait, que vous découvrez en lisant. Je me suis dit, ah tiens, mais c'est vrai ça. En fait, moi, quand j'étais au lycée Bainbridge, je passais tout le temps avant Mortenol pour rentrer chez moi. Oui. Mais on ne vous dit pas... En fait, c'est ça que je trouve triste. C'est qu'on ne vous dit pas, un tel a fait ça, un tel a fait ci. Oui, ce n'est pas dans nos livres d'histoire, mais on doit aujourd'hui être capable de savoir et pas apprendre à 30 ans qui est Mortenol. Par hasard, comme ça. C'est ça que je trouve... Et surtout que c'est déstabilisant pour notre société, pour les jeunes qui apprennent, les personnages, on leur a appris certaines choses, et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, effectivement, oui, c'est déstabilisant. Je crois que c'est important qu'on ait des Mais est-ce que modèles. ça, c'est pas un travail que, justement, les nouveaux maires, là, qui sont élus, est-ce que c'est pas eux, c'est eux qui auraient dû faire ça, n'empêche. C'est eux qui auraient dû expliquer qui est Mortenol, mettre une plaque commémorative ou bien mettre un nom, après, rien n'empêche à une ville de mettre exactement, c'est ça. De mettre un Parce que descriptif. J'ai vu que Emmanuel Macron a fait des grands discours où il a dit qu'on va rien déboulonner, mais c'est pas son rôle en fait. Il n'a rien à dire sur ça parce que ce n'est pas lui qui donne ou pas l'autorisation de déboulonner ou de changer le nom des rues. Mais ce sont les citoyens et les maires. Mais bien sûr. Donc à partir de là, c'est vrai que je pense que là, parce qu'on a pu voir que des maires par rapport à ce qui s'était passé à Schœlcher, une rue a été débaptisée pour s'appeler la rue de la Liberté. Donc je pense que les maires, c'est un sujet qu'ils ne pourront plus éviter, au moins en Guadeloupe en tout cas. Mais vous voyez que même la rue, ils n'ont pas été capables de lui donner un nom équivalent ou supérieur de celui de... Donc on l'appelle la rue de la Liberté, mais ça ne veut rien dire la rue de la Liberté. Enfin pour moi, ça ne veut rien dire. Moi demain, je passe 20 rue de la Liberté, ça ne veut rien dire. Je passe 20 rue Mortenol, 20 rue Delgrès. Pourtant des noms, il y en a beaucoup. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a énormément... Et ça, c'est effectivement un travail. Oui, l'éducation nationale ne le fait pas forcément, mais vous êtes prof de français ou prof d'histoire. Aujourd'hui, on va étudier en français, on va étudier, je ne sais pas moi... le théâtre, on ne va pas prendre un bouquin de Molière, on va étudier tel bouquin cette année. Aujourd'hui, et c'est comme ça en fait que notre histoire que notre histoire va se partager, que l'apprentissage va se faire en douceur, mais il faut aussi que nous, en tant qu'Antillais, nous soyons capables de transférer les informations que nous possédons. Sinon, ça n'a pas de sens. On peut toujours aller dans la rue, crier Black Lives Matter, etc. Mais bon, il n'y a rien de concret derrière. S'il n'y a rien de concret derrière, les paroles sans acte n'ont aucune valeur. Effectivement. En tout cas, merci pour ce livre. Merci d'être passé nous voir. En plus, aujourd'hui, c'est un petit peu une circonstance parce que ça fait un moment que vous m'aviez eu. Et comme on a eu le suivi de la crise, vous savez, toutes les semaines, on fait le suivi par rapport à la crise. Donc, on n'a pas pu vous recevoir avant, mais c'est très bien qu'on vous ait reçu aujourd'hui. On a fait une petite pause, on va dire. Et nous sommes bien contents d'avoir pu découvrir ce livre. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Eh bien, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et j'espère que toutes les personnes qui m'écoutent liront ce livre et seront contents d'avoir passé un beau moment de lecture. Donc, on le retrouve bientôt sur la librairie Antillaise. Vous le retrouverez dès lundi à la librairie Antillaise. Enfin, dès lundi, je ne sais pas, mais vous le retrouverez. Là, il est en rupture de stock. D'accord. Donc, précipitez-vous une fois qu'il arrive à la librairie Antillaise et sur Amazon. Sinon, vous pouvez trouver ce livre écrit par Madame Londero. Mesdames et messieurs, merci
merci de nous avoir suivis. Bonjour et bonsoir à tout le monde chez vous. Bientôt les vacances en plus, donc profitez-en bien. Nous, visiblement, on était déjà contents. Moi, je croyais que c'était les vacances, et puis finalement, non, c'est pas les vacances. On va continuer de suivre un petit peu cette histoire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet à traiter, on va revenir plus sur la crise. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous et bonne semaine.